Bonjour et bienvenue dans Tout est politique sur i24 News. Cette semaine, la suite et fin du shutdown. Christian Mallard, bonjour. Bonjour. Écoutez, les problèmes de fond subsistent, circuler pour mieux sauter. Et puis, Brignoles à Johannesburg, c'est du jamais vu. François Hollande, en déplacement en Afrique du Sud, évoque la poussée du Front National. Mickaël Darmon, bonjour. Bonjour, bien c'est l'avertissement de Brignoles, effectivement, qui traverse les frontières. Tout est politique. Tout de suite, Obama remporte pour l'instant son bras de fer face aux Républicains. Juste à temps, la crise politique a pris fin aux États-Unis, en tout cas au moins jusqu'au 7 février prochain. Le plafond de la dette a été relevé pour éviter un défaut de paiement qui a déjà coûté cher au pays, Christian Mallard. 24 milliards de dollars pour ces 16 derniers jours. C'est énorme. L'économie américaine est très affaiblie. On dit que Obama sort gagnant de cette épreuve de force avec les républicains, peut-être, mais sur le fond, je vous le disais à l'instant, les problèmes subsistent. La crise est derrière nous ? Non, la crise n'est pas derrière nous. Même s'il y avait un taux de croissance de 2 à 2,5% aux États-Unis, avec un taux de chômage qui est acceptable à 7,3 aujourd'hui, les problèmes sociaux et économiques subsistent. Là, vous disiez à l'instant, on va à nouveau, le 7 février, devoir se pencher sur le problème du relèvement du plafond de la dette. Et puis il y a tous les problèmes budgétaires. Et février sera 2014. Et il y a des élections à mi-term, c'est-à-dire à mi-mandat, les élections législatives, l'équivalent de nos législatives au Congrès américain. Et vous pensez bien que les républicains qui sentent qu'ils ont perdu cette bataille aujourd'hui ont envie de prendre une revanche. Et donc que la vie va être terrible à Washington, comme j'ai pu la connaître dans le passé, à ces moments de midterm elections. Donc Obama, les républicains, le combat va continuer. Et je peux parier aujourd'hui qu'à nouveau, le peuple américain sera pris en otage pour des problèmes idéologiques. Oh non, des problèmes politiciens. Parce qu'en réalité, idéologiques aussi. En réalité, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit d'abord qu'au fond, il y a une évolution dans le régime, fameux régime présidentiel américain, avec cette capacité de blocage de ce petit parti qui a divisé les républicains. Le petit parti qui a divisé les républicains et qui les a affaiblis, au fond, en faisant en sorte qu'ils ne jouent pas le jeu démocratique donc du vote du budget, ce qui est très important. On peut jouer sur les mots. Le petit parti. Parce que vraiment, c'est 10%. C'est un peu votre spécialité. Non, c'est 10% du parti républicain. Ce sont des empêcheurs de tourner en rond qui n'ont aucune solidarité avec les gens. Justement, ce sont eux qui voulaient qu'on supprime la loi sur la santé d'Obama, le Obamacare. Donc ce sont des gens qui n'ont rien à faire de la détresse des autres. Et ces gens-là ont en effet bloqué en grande partie Joe Bonner, le porte-parole du parti républicain. Comme tout est politique, parce que ce sont des empêcheurs de voter en rond, exactement, on voit bien qu'au fond, ça montre à quel point aussi ça se décale sur l'échiquier politique américain, parce qu'il y a un déséquilibre. Aujourd'hui, les républicains sont également beaucoup plus droitisés que les démocrates, eux, soient tirés vers la gauche. Et ce problème de bipartisme déséquilibré fait en sorte que justement, eh bien, on est soumis de plus en plus au pouvoir financier de ceux qui permettent la réélection au midterm. Obama est en sursis, Christian ? Obama, il ne peut pas faire de troisième mandat, ça vous le savez. Donc Obama... jusqu'en février au moins. Jusqu'en février, il est en sursis. Le seul problème qu'on a vu aujourd'hui, c'est quand même qu'il y avait d'un côté des irréductibles, les empêcheurs de tourner en rond, dont parlait Michael, donc ce Tea Party, au sein du Parti républicain. Et puis de l'autre côté, on a quand même un Obama qui n'est pas enclin à faire des discussions, à avoir des tractations sérieuses et qui ne veut pas faire de concessions. Mickaël, vous vouliez ajouter ? Ce qui est important, c'est de voir à quel point des décisions politiciennes peuvent avoir un retentissement mondial. Parce qu'à cause de cela, on parle. Imaginez-vous, c'est comme si, je ne sais pas, les tractations entre le modem et l'UDI étaient commentées tous les jours sur CNN. On voit les effets d'une décision politicienne sur l'actualité mondiale et non pas l'économie mondiale, parce qu'au fond, on n'a pas vu d'effet. Attendez, on n'a pas vu d'effet, mais imaginez. À part manger la moitié des journaux télévisés en France pour un sujet finalement... Sur les 800 000 fonctionnaires qui sont au chômage technique. On a perdu 16 jours qui ont coûté cher. Pourquoi l'économie mondiale a-t-elle été impactée par le chômage ? Non, mais pour l'instant, imaginez qu'ils ne se soient pas mis d'accord. On dirait, à la dernière minute, on était au bord du précipice, on l'a évité, très bien, mais imaginez qu'on ne se soit pas mis d'accord. On avait, je vous le disais la semaine dernière, une crise mondiale pire que celle qu'on a connue depuis 2008. Je regrette infiniment. Autre actualité sur la scène internationale cette semaine, c'est l'Iran. À Genève vient de s'achever la deuxième journée de négociation sur le programme nucléaire iranien. On regarde tout de suite un récit en images de David Neyman. De l'espoir, de la prudence et surtout une volonté commune d'aller de l'avant. Mardi, le dossier du nucléaire iranien a repris sa place comme problématique numéro 1 de la paix dans le monde. La table est fournie par la Suisse.
À Genève, l'Iran et les 5 puissances du Conseil de sécurité plus l'Allemagne ont pris acte d'une nouvelle donne. Depuis l'élection de M. Rouhani, il y a des signaux qui viennent de Téhéran, qui veulent s'engager dans les négociations, qui veulent en principe être plus transparents. Pourtant, les dissensions restent multiples. Ahmadinejad ou pas, l'enrichissement d'uranium reste non négociable pour Téhéran. Après 6 mois d'impasse, le rapprochement entre l'Iran et la communauté internationale se fera pas à pas. Je suis confiant, il y a de la bonne volonté de notre côté. S'il y a aussi cette bonne volonté de l'autre côté, des progrès sont tout à fait possibles et à notre portée. Pour la République islamique, l'objectif est double, alléger les sanctions et s'affranchir d'une étiquette de paria de la communauté internationale. Un scénario cauchemar pour les plus sceptiques. Ce serait une erreur historique de relâcher la pression maintenant, juste au moment où les sanctions sont sur le point d'atteindre leur objectif. Paris et Washington disent attendre des actes concrets et vérifiables. L'option militaire reste elle aussi sur la table. Christian, rien ne change. Je reste très prudent et pas très optimiste. Je vais vous dire pourquoi. Parce que d'un soir, les Iraniens disent « Nous, on est prêts à des visites, on n'est pas prêts à des visites inopinées, des visites surprises de nos centrales nucléaires par l'Agence de l'énergie atomique internationale. » Le lendemain, ils vous disent le contraire, ils disent qu'ils sont prêts. Après, ils vous disent qu'ils ne veulent surtout pas qu'on arrête l'enrichissement de l'uranium. Et c'est ça quand même qui est le plus important. Et puis dans le même temps, ils disent il nous faut quand même 6 mois pour retrouver la confiance. Après, on pourra aller plus loin et à ce moment-là, peut-être, on pourra envisager la fin des sanctions internationales qui nous sont imposées. Donc tout ça ne me paraît pas très sérieux parce qu'encore une fois de plus, ils prouvent qu'ils veulent gagner du temps. Et gagner du temps, c'est quoi? Ce sont les centrifugeuses iraniennes qui vont continuer, le programme nucléaire iranien qui va continuer. Donc je pense qu'il faut vraiment que les Occidentaux, Israël, les États-Unis et tous les autres pays soient des plus vigilants. On en reparlera dans d'autres émissions de Tout est politique. 7-8 novembre, puisqu'il se revoit à Genève. Tout est politique, direction l'Afrique du Sud. François Hollande a du mal à cultiver sa stature d'homme d'État à l'international. Il est à chaque fois rattrapé par des affaires intérieures. Dernière en date, Mickaël, c'était donc en Afrique du Sud. Question de la presse sur la cantonale partielle de Brignoles, que le Front National a remporté. Et là, on regarde tout de suite la réponse de François Hollande. Et l'action du gouvernement doit être entièrement tournée vers ces objectifs. La lutte contre le chômage, l'amélioration encore de la sécurité de nos concitoyens, la recherche de plus de justice et de solidarité. Obtenir des résultats, c'est même une obligation. Mickaël, François Hollande était, il se veut, dans la droite ligne de la visite historique de François Mitterrand en 1994. Il est sur le sol africain. Et là, d'un coup, il se met à parler de politique intérieure. Mais oui, il y a panique à bord. Ce qui est étonnant, c'est qu'on ait pu écouter et avoir la réponse de François Hollande, qui était à côté de son homologue donc, Zuma, qui est président de l'Afrique du Sud. Et on parle de cantonale partielle de Brignoles. C'est vous dire d'abord à quel point se confirme cette tradition. C'est la mondialisation. C'est la globalisation de la vie politique intérieure. Mais en même temps, là, pour le coup, c'est pas vraiment pour la bonne chose, parce que, en fait, c'est déjà une tradition qui est perpétuée maintenant, installée par François Hollande, qui avait même commenté l'affaire Cahuzac, qui avait commenté des rumeurs de démission, alors qu'il était au Maroc ou ailleurs. Donc ça devient une habitude. Ça devient maintenant une habitude. Là, en l'espèce, ça montre effectivement qu'il y a un désarroi de plus en plus important au gouvernement face à cet avertissement qu'a été donc la cantonale partielle de Brignoles, parce qu'on a vu le Front National gagner une élection au scrutin majoritaire à 2 tours. C'est à peu près l'équivalent de Dreux pour Jean-Marie Le Pen en 1984, lorsqu'il avait vraiment explosé à la face de l'opinion et que tout le monde prenait conscience de la poussée électorale du Front National. Là, pour Marine Le Pen, ça restera Brignoles. Michael, j'ai quand même une question à vous poser. Est-ce que ce n'est pas encore davantage de la détresse, même s'il faut être très prudent avec les sondages, quand on entend quand même aujourd'hui que l'opposante numéro 1 dans les sondages, à 48%, un Français sur 2, c'est Marine Le Pen, 18% M. Fillon et 13% égalité, M. Mélenchon et M. Copé. C'est quand même catastrophique à la fois. D'abord, c'est un sondage. Oui, mais ça reste, oui, et il y en aura d'autres d'ici les municipales. Dans l'air du temps, ça me signifie quelque chose. Par définition, raconte l'air du temps et un cliché du moment. Mais les rapports de force politique, pour l'instant, n'ont pas changé. Il y a 2 grands partis de gouvernement, même si effectivement on est vers une évolution, vers le tripartisme. Certains, comme Jean-Christophe Cambadélis, disent qu'il est déjà installé. Il est en esquisse, il est en processus. Il y a maintenant effectivement un tripartisme en France qui s'installe, avec une offre politique extrêmement identifiée autour du Front National de Marine Le Pen. Et c'est ce que
ces élections qui arrivent, intermédiaires, municipales, permettront de faire émerger et analyser encore plus. Alors François Hollande, on vient de l'entendre, mise tout sur la bonne santé économique du pays. Ce sera sa façon à lui de sortir de tout ça. Résultat, c'est et maintenant pendant le mot ce temps, officiel. les plans sociaux, c'est une averse. On a une averse de plans sociaux, notamment en Bretagne. 70 000 emplois sont menacés. Je vous propose d'écouter tout de suite le cri de désespoir d'une syndicaliste de Force ouvrière, Nadine Ourmand. Vous êtes complètement déconnecté du terrain. Vous ne savez pas. Je suis à côté de vous, j'ai pas la... Non, Madame Lebrun. Si vous êtes sur le terrain, attendez, laissez-moi finir. Si vous êtes sur le terrain, venez avec moi. Venez avec moi chez nous. Venez travailler à la chaîne. Vous allez voir ce que c'est. Venez emballer les poulets. Venez voir la détresse des salariés de chez GAD. Où ils étaient, le gouvernement? Où vous étiez vendredi? Mickaël, ce gros contraste avec l'apparente sérénité des politiques. Elle percute le discours politique, là. Oui, absolument. Et ça percute également ce volontarisme politique qui dit, regardez, il y a des signaux que la reprise est là, que ça va mieux, comme le disait d'ailleurs aussi le ministre Moscovici de l'économie. Ce qui est important dans le cri de colère aussi de cette salariée, c'est qu'elle raconte aussi pourquoi ce secteur est totalement en détresse. Parce qu'effectivement, c'est l'agroalimentaire. Elle parle de la Bretagne, elle parle de la chaîne, du travail à la chaîne. C'est exactement ce qui est frappé, parce qu'il n'y a pas eu d'anticipation pour reconsidérer la filière, pour pouvoir se mettre en ordre de bataille dans la compétition mondiale. Impossible de mettre tous les acteurs des mêmes filières autour d'une table. C'est le blocage français par excellence. C'est le blocage français, vous avez raison, mais en même temps, elle a raison, Madame Ourmand, je prends sa défense quand elle dit, en parlant de la gauche et de la droite, qu'ils sont complètement déconnectés de la réalité. Ça fait et je crois qu'elle a raison. Que le gouvernement est arrivé aux affaires. C'est pas propre à ce gouvernement non plus. Non, mais j'ai dit gauche et droite, j'ai dit ils sont tous responsables. Ils sont tous responsables. Ce dossier de l'agroalimentaire était déjà sur la table de Bruno Le Maire, ancien ministre de l'Agriculture de droite. Il est passé sur le bureau de Stéphane Le Foll et de Guillaume Garot, ministres concernés, et il savait pertinemment que l'engrenage de la crise qui allait effondrer le système était en route. Maintenant, l'inquiétude, c'est pas simplement de sortir 15 millions pour calmer... C'est une rustine pour les trésoreries des entreprises et pour calmer les manifestants, surtout dans les médias. Mais au fond, maintenant, les engrenages politiques qui se mettent en route, et ça, les ministres concernés nous l'ont confié, et c'est leur grande inquiétude, c'est tout simplement maintenant le vote. C'est-à-dire dans cette région de démocratie chrétienne où la gauche a gagné des territoires importants aux dernières élections, est-ce que maintenant, ce n'est pas le Front National qui va ramasser les fruits de la colère de Est-ce que le phénomène breton ne risque pas de faire tache d'huile non plus? Mais on verra bien. Il y a le plan Lorraine, le plan Bretagne. Il y a un autre front que je voulais aborder avec vous, Mickaël. Notre front qui brûle, c'est l'affaire Leonarda, cette Kosovare expulsée avec toute sa famille dans son bus scolaire. C'est quand même pas la première. Hein. Il y a plein de personnes en centre de détention, de rétention qui sont prêtes à être mis dehors. Pourquoi cette personne-là? Si on met de côté évidemment l'émotion liée au fait d'aller chercher une enfant en pleine sortie scolaire, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on voit également à l'œuvre? On est au cœur de notre sujet. Tout est politique. C'est-à-dire, au fond, c'est la guerre contre Manuel Valls qu'une partie de la gauche, que la gauche de la gauche déclenche complètement. C'est la suite. Il y a un objectif au cœur de la gauche française qui n'accepte pas ce que Manuel Valls veut montrer comme évolution de la gauche vers la compréhension des questions de sécurité. Eh bien, ce qui se joue, c'est tout simplement la guerre contre Manuel Valls, contre Hollande, le réformisme, et qu'il faut absolument abattre. Donc c'est la gauche qui fait la guerre entre elles. Valls est considéré comme le Sarkozy de gauche qui mène une politique pour damer le pion à Madame Le Pen. Il a en tête Lionel Jospin, dont il était le conseiller, qui a reconnu qu'il avait été naïf sur les questions de sécurité et qui a perdu l'élection présidentielle sur ce sujet. Admettez que l'ancien ministre de l'Intérieur, M. Chevènement, n'a pas tort quand il dit quand on a épuisé tous les recours, il faut appliquer la loi. Dès Leonarda, je regrette qu'il y en a plein dans ce pays. Donc on applique la loi. On applique la loi. Jean-Pierre Chevènement qui avait été aussi ministre autoritaire. Mais bien sûr, on applique la loi. Elle est emblématique de ce qui se passe, que disait Mickaël, de la politique. Mais il y a ces gens qui sont sans papier, on c'est a la guerre des gauches, tout simplement. Tout de suite, les images de la semaine. Christian, vous avez choisi deux tennisman, l'un est tunisien, l'autre est israélien. Ce sont des stars et la politique s'en est mêlée. Weintraub, Laziri, ce sont deux grands amis, ils jouent dans le même club. À Sarcelles, tous les jours, ce sont les plus grands copains du monde. Et ils arrivent à Tashkent, à un tournoi international, et le hasard du calendrier fait qu'ils tombent l'un sur l'autre. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le gouvernement tunisien, Ennahda, la renaissance de M. Ghanouchi, des islamistes, des salafistes, disent « on vous interdit de jouer contre l'Israélien ». Franchement, comment voulez-vous que le monde tourne quand on voit qu'il y a si peu de tolérance? Alors justement, le monde tourne. Mickaël, vous avez choisi un lavomatique. Absolument, il peut tourner aussi autour d'un lavomatique. Ça vous étonne, ça vous fait sourire. Ah oui, je comprends Savez-vous pas. ce qu'est la consommation
collaborative. Eh bien, c'est la nouvelle Validé. tendance de consommation productrice de liens sociaux à travers le réseau Internet. Vous avez un site, d'autres, c'est sur la cuisine qui reste. Là, c'est pour tout simplement le lave-linge ou le sèche-linge. Vous vous inscrivez sur ce site-là, la machine de mon voisin. Vous allez chez ce voisin inscrit, vous payez une somme modique. Vous pouvez donc faire votre lessive, vous buvez un thé, vous discutez, faites un ami. Exactement, c'est l'économie solidaire. Ça vous fait sourire. C'est la nouvelle tendance du réseau Y, de la génération née avec Internet, qui un jour intéressera les politiques. Pour l'instant, ils ne sont pas du tout dans ce monde-là. Ils n'ont pas compris, mais un jour, ils verront peut-être que tout est la gommette. Et les politiques lavent le linge en famille. Merci Exactement. messieurs. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain numéro donc, de Tout est politique. Bonne semaine.